Sœur, on reproche souvent aux jeunes Congolais, aux Congolais que nous sommes, d'ignorer que nous avons parmi nous un poids lourd du panafricanisme et de l'égyptologie. Sous d'autres cieux, dès que vous apparaissez, c'est une cohorte de jeunes. C'est des cohortes de jeunes qui arrivent et qui vous empêchent même de dormir, tant ils ont soif de vous écouter, de noter ce que vous dites, ce que vous léguez donc à la postérité, vous qui avez commencé ce grand combat pour le relèvement du continent, pour sa renaissance, pourquoi pas demain pour l'État fédéral d'Afrique, qui, à vous en croire, est notre seule solution aux portes de sortie. Il n'y en a pas deux, tant que nous n'aurions pas tous pensé État fédéral d'Afrique. C'est sûr qu'en partant en rang dispersé, aucune nation ou toutes ces nations qui se ne pourraient faire face à l'Occident impérialiste. Donc, nous aurions bien voulu être ici au moins une dizaine de leaders d'associations de jeunes pour vous poser toutes nos questions, toutes les questions, ou on essaie de faire l'effort de vous poser toutes les questions des jeunes, toutes les questions des Africains quant à notre avenir, quant à notre continent, à sa renaissance, les pistes de solution, quelles sont les erreurs de comportement, les erreurs d'appréciation, qu'est-ce que nous devons corriger, que nous conseillez-vous. Donc nous sommes venus ici pour que vous adressiez ce message à la jeunesse africaine, pour ne pas dire message aux Africains, mais sous forme de questions-réponses. 10 personnes ici, nous sommes au moins 6, peut-être bien qu'il y en a un retardateur, il y en a qui étaient arrivés ici, mais vu le fait qu'on les a rappelés au boulot, donc ils sont repartis, mais nous sommes forcés, de par nos questions, vous aurez tous nos manquements, aussi le peu que nous savons, libre d'arrondir les angles, de réorienter, de redresser ce qui est tordu pour que vraiment l'Afrique sorte des ténèbres de l'obscurité, des ténèbres de l'ignorance. Parce que lorsque on est sans le savoir qu'il faut, lorsqu'on ne sait pas comme il faut, ou encore lorsqu'on croit savoir alors qu'on ne sait pas, c'est un danger. Donc on ne peut pas s'en sortir. Donc nous allons, à tour de rôle, poser une, deux questions, et vous allez nous répondre, puisque vous nous avez permis de venir. Nous vous en remercions déjà énormément pour que ce soit archivé pour tout le monde, afin que on puisse corriger le fait que nous, les Congolais, la jeunesse congolaise, la plupart du temps, nous sommes restés comme des gens qui ne savent même pas que nous vivons ensemble, ou encore nous vivons là où il y a le soleil, en plein midi. Pourtant le soleil brille au zénith, mais nous marchons à tâtons. Donc nous essayons de corriger un peu avec l'aide des responsables qui sont ici. Et une fois qu'on aura fait comme ça, c'est vrai que chacun de nous repartit dans son groupe, va en faire le compte rendu. Ces images, nous vous avertissons déjà, sont filmées pour la télévision, pas pour être regardées à huis clos, mais pour la télévision. Ça veut dire que dans l'émission Convergence et Révolution culturelle, que je présente avec Vikaël Obeko, dans l'émission Convergence et Révolution culturelle, le monde entier pourra savoir quelles sont les questions qui avaient été posées le 31 janvier 2020 au professeur Théophile Obenga et quelles ont été les réponses du professeur pour que tous nous puissions nous en inspirer, parce que vous savez très bien que dans le combat panafricain, c'est
le fait qu'il y ait diverses interprétations, diverses appréciations, qu'il y ait des contradictions et tout ça, qui fait ralentir aussi ce combat-là. Donc nous sommes venus pour que vous nous donniez le maximum, afin que chacun de nous puisse quand même, un temps soit peu, comprendre. Alors, cela dit, je crois que je ne vais pas poser la première question. Je réserve l'honneur de poser la première question, donc Ambouta Sita. Merci. Merci, professeur, pour l'occasion ou l'honneur que vous nous avez offert pour cet entretien, car nombreux des jeunes voudront être ensemble avec vous, voudront bien vous poser des questions, mais ils n'ont pas l'occasion. Et une fois de plus, merci à vous. Alors, je poserai une seule question pour ouvrir la brèche et puis permettre à tout le monde de poser la question, et puis on va certainement revenir. Voilà. La question qui me fait mal, c'est pourquoi l'Afrique d'aujourd'hui est des technocrates fournis d'intellectuels dans tous les domaines possibles. Il n'y a pas un seul domaine que l'on dira aujourd'hui en Afrique qui n'a pas de techniciens possibles, mais l'Afrique continue à patauger dans le gouffre du sous-développement. Merci. C'est à vous, professeur. Mais je vous remercie beaucoup pour votre initiative d'être venu. Nombreux, peut-être par le chiffre, mais nombreux par l'enthousiasme et les questions. Bon. Dans chaque société, ou chaque continent, ou chaque famille, ou chaque peuple, il y a les âges de pyramide, comme on dit. Il y a les vieux, ils sont à l'hôpital, malades, ils ne peuvent plus rien faire, ils parlent, on ne comprend même plus. Ils sont vieux, ils sont presque inutiles à la société maintenant. On les respecte, on les soigne, mais ils sont vieux. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a les adultes. Ceux qui ne sont pas vieux, ils ne sont pas jeunes, ils ont bourlingué, ils ont travaillé, ils sont à la retraite, ils ont leurs problèmes, ils ont une expérience, aussi une partie de la population. Et l'autre partie, souvent la plus nombreuse, c'est celle qui porte un peu l'avenir, c'est la jeunesse. Ils ont 18 ans, 10 ans, 30 ans, 35 ans. C'est des jeunes. Cette portion-là est jeune. Elle a encore le temps de vivre, elle a encore l'expérience, elle peut apporter des changements. Tandis qu'un vieux, il a 80 ans, il n'attend plus que le départ. Quand il est à la retraite, il n'a plus les forces même, etc. Donc, il y a moins d'espoir de ce côté-là. Il y a l'espoir dans la jeunesse, ce qu'on appelle la jeunesse. Et ça, c'est dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés. Et par exemple, ça, les choses ne tombent pas du ciel. Trump était jeune, il faisait un peu la bagade. Son père l'a mis à l'armée. Il a un peu de discipline. Et ça se conduit. La vie, c'est la discipline. Il est revenu de l'armée, là où il a eu quelques galons. Son père était business, lui aussi veut se lancer dans les business. Il demande presque 1 million et quelques dollars à son père pour qu'il commence. Son père a dit, je ne te donne pas, je te prête. Je te prête l'argent, tu travailles, tu me rends mon argent. Tu apprends à travailler toi-même. Et il a fait ça, il a commencé à faire les affaires, à travailler, ça l'intéressait, etc. C'est l'un des milliardaires des États-Unis. Aux États-Unis, si tu es milliardaire, c'est que tu as réussi, c'est le rêve américain, le dream américain, tu as réussi. Ils respectent ça plus que. On respecte deux choses aux États-Unis. On respecte l'excellence, quel que soit le domaine. Football, basketball, les Jordan, la boxe et tout, la musique, la chanson, il faut être excellent. Ils n'acceptent pas la médiocrité. Ils ont les meilleurs films, Hollywood,
ils ont les meilleurs boxeurs, ils ont les meilleurs chanteurs, ils ont les meilleurs jazzmen, ils ont les meilleures femmes qui chantent dans le monde, etc. Et ils dominent le monde entier. Ils ne veulent pas la médiocrité, l'excellence, même dans la culture, les affaires, le cinéma, etc. Ils respectent aussi, tu es pauvre, tu es devenu milliardaire, c'est très important. Tu ne deviens pas milliardaire en rigolant comme ça. Ou tu es intellectuel, tu es savant, tu inventes des choses, tu fais ceci, l'armée peut profiter de ta science pour faire des choses, des fusils, des mitrailleuses modernes, etc. Les industries peuvent profiter de toi pour faire du commerce, etc. Les savants sont extrêmement considérés, respectés comme des dieux. Ils ont tous les prix Nobel. Ils ont tous les prix Nobel en physiologie, en économie, pendant que les autres peuples rigolent. Ils donnent dans l'université américaine depuis 2-3 siècles qu'ils sont, il n'y a jamais de grève. Jamais. Dans aucune université américaine, pas de grève. Ni des enseignants, ni des professeurs, ni des enseignants, ni des étudiants. On fait tout pour vous avoir l'argent. On fait tout pour vous prêter l'argent. Je te donne l'argent, tu travailles, tu auras mon argent. L'État te donne l'argent, tu fais vite tes diplômes, tu travailles et tu ne peux pas échapper, tu auras l'argent. Si tu n'as pas de bourse, on ne t'aide pas. Donc il n'y a pas de chômage. Et s'il pleut, on ne va pas à l'école, ça n'existe pas. Il fait chaud, on ne va pas à l'école, ça n'existe pas. On n'a pas mangé, il n'y a pas de bourse, ça n'existe pas. On n'a pas de salaire, ça n'existe pas. Moi j'ai travaillé aux États-Unis plusieurs années, donc on t'engage, on calcule déjà un an de salaire. Déjà. Si on ne calcule pas un an de salaire, on ne peut pas t'embaucher. Si on n'est pas capable de te payer dès le départ pendant un an, on ne t'embauche pas. On t'embauche si le budget permet de te payer au moins un an dès le départ, sans retard. Et tu dois fournir ce dont on a besoin. Tu dois dire, je suis malade, je suis fatigué, je ne vais pas enseigner. Ça n'existe pas aux États-Unis. D'ailleurs, tu ne peux pas dire, je suis malade, je vais pas au cours, j'étais au Matanga, on a fait la veillée, ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas. Donc il faut prendre au sérieux la société, au sérieux ce qu'on fait, au sérieux l'État, au sérieux soi-même, au sérieux la vie collective, la vie sociale. Les bus ne sont jamais en retard. Les taxis n'ont pas de grève, les trains n'ont pas de grève, les avions n'ont pas de grève. Chaque minute, il y a un avion qui décolle. Dans chaque aéroport international des États-Unis, chaque seconde, ils sont en ligne et défilent. Nuit et jour, toute la nuit, toute la journée, tout le mois, toute l'année. Ces avions, ils vont pas se balader. Ils amènent le prix, ils amènent les gens, ils amènent l'argent, ils amènent les étudiants, même les maladies, le virus, il y a beaucoup de choses. Ça communique. Tu ne peux pas tout seul dans le monde. C'est qu'ils ont préparé leur jeunesse. Donc la jeunesse se prépare. La jeunesse, elle ne connaît rien aussi, la jeunesse. Elle se prépare par les adultes qui font des systèmes d'éducation appropriés, qui créent des emplois, qui les utilisent, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils font encore de zéro, etc. Donc on les aide. Et à force de travailler, ils deviennent experts, ils deviennent adultes, ils deviennent des chefs à leur tour. Professeur, on aurait bien voulu vous écouter encore sur cette lancée, mais Roch Nyanga. Merci, professeur. Quand vous parlez de votre vie, la vie intellectuelle bien sûr, souvent vous dites le jour que j'avais rencontré le professeur Cheikh Anta Diop. Et je crois que pour moi, je vais dire à partir d'aujourd'hui que le jour où j'avais rencontré le professeur Obenga, parce que c'était pour moi un rêve. Monsieur le professeur, depuis un certain temps, la jeunesse africaine est en mouvement, que ce soit au niveau de la diaspora, les jeunes sont debout pour la lutte, la libération de l'Afrique dans tous les plans. Alors, du haut de votre expérience, quels sont les atouts que la jeunesse dispose pour mener à bien ce combat et arriver au résultat? Et quels sont aussi les handicaps qui guettent la jeunesse africaine
pour ce combat? Merci, professeur. Je crois que c'est ça qu'on a répondu un peu. Ça dit qu'il faut... ça se prépare ces choses-là. Il faut préparer la jeunesse. Par exemple, les Mao Tse-tung ont fait la longue marche dans la brousse, dans les paysans, etc. Ils sont finalement arrivés à Pékin. Ils ont installé le pouvoir du Parti communiste chinois. Ils savent quel était leur âge. Ils savent que la Chine va toujours rester comme ça. Et le père du président actuel était dans les bureaux politiques, dans les comités centrales. Ils ont fait un plan. Nous allons partir à la force des choses. Les jeunes là vont diriger la Chine, tout le veut ou non. Mais il faut qu'ils soient préparés. Le président Xi Jinping, là, il parle anglais, il a étudié le doctorat en économie aux États-Unis. Il a étudié anglais. On les a formés. Ils viennent pour faire la protection de la Chine, le nucléaire, la bombe atomique, la sous-marine atomique, pour faire la puissance chinoise, pour faire l'industrie chinoise. Mais on ne peut pas faire ça avec les Congolais, mais avec les Cubains ou avec les Russes. On fait avec les Chinois et les Chinoises. Il faut les former. Il faut blinder leur esprit. C'est eux qui doivent faire la Chine. Ce n'est pas d'autres. Il y a des contradictions entre nous, on va les résoudre. La même chose. Qui va faire l'Afrique? Les Africains croient que les Européens vont faire l'Afrique, que les autres vont faire l'Afrique, que les Chinois vont faire l'Afrique, que l'Europe va faire l'Afrique. Et ils sont là, ils les aident. Mais qui aide les États-Unis depuis le départ? On ne les a pas aidés depuis qu'ils étaient le départ. Qui a aidé la France? On n'a pas aidé la France, ils s'aident eux-mêmes. Ils étaient bombardés, occupés par Hitler, etc. Ils étaient même réfugiés ici au Congo, vous avez le De Gaulle. On ne les aide pas. On n'aide personne ici-bas. Ça n'existe pas, c'est des mythes. On n'aide pas. Qui aide les Chinois aujourd'hui? Personne n'aide les Chinois. Ils travaillent, ils ont affaires. Tu viens, on discute ton commerce, on voit les affaires, on discute, etc. etc. Si tu le fais, ben, on peut discuter. Tu es maître de ton domaine, tu es maître de ta richesse, tu es maître de ton pays, tu es maître de ta vie. Donc, moi, je t'impose pas, mais on peut discuter dans ce cas. Et tu tires ce que tu peux tirer. Moi aussi, je peux tirer ce que je peux tirer de notre discussion. Chacun tire la couverture de son côté. Et puis on fait les affaires. Mais les Africains ne croient pas à ça. Pourquoi? Parce que ils ont subi l'esclavage, c'est-à-dire ils ont travaillé pendant des siècles pour l'eau, gratuitement. Ils étaient colonies, ils ont fait les guerres coloniales, les guerres de libération pour les autres. Et le noir africain est le seul être humain aujourd'hui sur Terre qui croit qu'il est né sur Terre pour faire le bonheur des autres. Il n'y a que lui qui croit ça. La jeunesse africaine croit ça, les hommes politiques africains croient ça. Toute l'Afrique entière, noir, blanc, francophone, anglophone, nord, sud, est, ouest, tous les Africains, sans exception, croient qu'ils sont nés, ils sont sur terre, ils sont le continent africain pour aider les autres. Pas pour se développer, aider eux-mêmes d'abord. Non, on travaille pour les autres. On fait la sécurité pour les autres, on fait l'espionnage pour les autres, on donne les richesses africaines pour les autres, on dirige l'Afrique pour la donner aux autres. On fait tout, même les programmes universitaires scolaires sont des programmes faits pour plaire aux autres, pas pour faire étudier les programmes africains. Ça n'existe nulle part. C'est ça qui est écrit. Les Chinois ne font pas pour plaire aux Américains, ni aux Japonais, ni aux autres Asiatiques, ils font pour eux-mêmes. Les Français font pour eux-mêmes. Les Américains, American First. Ils font pour eux-mêmes. Mais nous, on fait pour plaire aux autres. Si l'autre est malheureux, il prend passer de richesse, de diamants, de pétrole, je suis malheureux. Je signe des soi-disant des aides, des accords, je signe, ils viennent faire des séminaires. Vous avez besoin de faire des séminaires encore pour de séminaires, comme vient vous dire qu'il faut faire ceci. Vous avez besoin des conseils, vous avez des ONG.
En France, il y a comme des ONG. Aux États-Unis, il y a comme des ONG. Ça détruit un pays, les ONG. On ne fait pas ça. On ne fait plus les ONG dans aucun pays du monde. Aucun. Sauf sur le continent africain. Il y a comme les ONG en Russie. Il n'y a que nous. Et ça ne nous dit rien. On demande, il a donné 25 millions de dollars, 2-4 millions de dollars. On ne sait même pas où ça va. Voilà pourquoi vous ne progressez pas. Pourquoi? Parce que la dynamique n'est pas interne, n'est pas notre profit. La dynamique est externe et le profit de l'autre. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. On n'est pas bête, on vous l'avait dit, on travaille, on est intelligent, on est là, on bosse. Mais tu bosses pour l'autre. Tu donnes le port à Bolloré, de Pointe-Noire, de Kribi, d'Abidjan, de Dakar, de Guadeloupe. Tu donnes un individu, même pas un État. Et lui, il ne fait pas pour toi. Tu vas faire pour lui. Il peut te faire quelques stages comme ça, comment amener les machines sur le port, mais sur ces machines-là. Tu es esclave. Et tu es content d'être esclave comme ça. C'est ça notre problème. Et il faut changer ça. Ça prend du temps, ça prend l'éducation, ça prend des convictions. Mais si on ne change pas ça, il n'y a pas de salut aussi. Parce que les autres ne veulent pas la richesse du monde ici. La RDC, là. Tout ce que l'humanité peut avoir de richesse, ça ne se trouve qu'en RDC. Tout. Ce que la terre a comme richesse, ça se trouve qu'en RDC. On va te laisser ça. Hein? Donc je vais te laisser et puis je viendrai négocier le diamant avec toi. Je viens faire l'uranium. Ils ont même plus de pétrole que l'Arabie Saoudite en réserve. Dans la cuvette centrale, comme nous, la Lukola, etc. Dans la cuvette centrale, plus de réserve. Et vous les appelez Batabakolo, c'est quand même curieux. Mais vous ne lisez même pas que c'est la puissance africaine qui va développer l'Afrique, il n'y a pas d'autre puissance. Et vous êtes heureux d'être à côté et vous les injuriez parce qu'il y a deux petits bandits qui viennent ici. Bakolo. C'est même extrêmement grave. On peut avoir des problèmes, il ne faut pas injurier la propre famille. On peut avoir des palabres, je veux bien, mais il ne faut pas quand même arriver à l'injure. C'est grossier, c'est impoli. Il faut la contradiction, il faut le débat des idées, mais pas l'injure. Ça rabaisse. Enfin, bref, donc vous voyez bien que voilà pourquoi on tient la jeunesse, parce que cette partie-là, c'est pas la partie déjà finie, c'est pas la partie qui a déjà bossé, qui a la retraite, c'est cette partie-là qui a encore, aujourd'hui ceux qui ont 70 ans, ils ne vont pas vivre 40 ans encore. Ceux qui ont 60 ans aujourd'hui ne vont pas vivre 50 ans encore, mais ceux qui ont 20 ans, ils peuvent vivre 50 ans encore. Ceux qui ont 30 ans, ils peuvent vivre 40 ans encore. Donc c'est beaucoup s'il y a 40 ans, 50 ans de l'Afrique encore. Donc voilà pourquoi. On insiste sur cette jeunesse-là. Mais il faut au moins 3 choses à cette jeunesse. Au moins 3, comme vous dites. Premièrement, il faut qu'ils aient une ouverture d'esprit. Il ne faut pas rester ferme. Qu'est-ce qui se passe en Amérique latine? Qu'est-ce qui se passe au Canada, aux États-Unis? En Chine, les jeunes font quoi là-bas? Avec l'Internet, là, on communique facile. On n'est pas isolé. Il y a d'autres jeunes aussi qui se préparent. Ils préparent leur pays. Vous êtes parmi cette tranche-là. Il faut savoir. Il faut être curieux. On ne peut plus vivre dans son petit village, là, c'est terminé. Donc l'ouverture d'esprit, culturellement parlant. Il faut connaître des choses. Il faut connaître des choses politiques, culturelles, historiques, géographiques, etc. Il faut connaître. C'est impératif. On n'est plus dans un pays d'ignorants. Ensuite, il faut garder votre esprit critique. Obenga dit ça, mais je peux juger par moi-même. Un tel a dit ça, mais je peux contrôler par moi-même. Parce que le contrôle par soi renforce sa propre confiance en soi. Donc il faut être l'esprit critique. Ce n'est pas l'esprit d'injure, ce n'est pas le dénigrement, c'est l'esprit d'examiner les problèmes en profondeur, d'être capable d'analyser les problèmes. Si un problème qui est mal analysé, vous n'arriverez pas, vous allez le faire, c'est superficiel. Il faut analyser individuellement, collectivement, c'est encore mieux. Il y a beaucoup d'intelligence à la fois.
en profondeur un problème. Objectivement, ceci est bon, ceci ne me plaît pas, mais c'est bon quand même. Ou bien ceci est mauvais. Pourtant, ça me plaît, mais il faut laisser. Objectivement, pas subjectif. Objectif. Il faut être capable d'analyser les problèmes et de créer donc le débat. On ne vivra pas seul, vous allez faire le débat avec vous-même, centrafricains, les Tchadiens, les Ouest-Africains, les Camerounais déjà, afro-africains. Il faut connaître. Vous allez faire le débat avec les Chinois, ils connaissent. Avec les Américains, les Français, ils connaissent. Vous allez faire le débat avec leurs jeunes qui seront responsables. Macron de Gaulle n'est plus là, les Peter ne sont pas là. C'est le Macron à moins de 40 ans qui commande la France. Et vous allez discuter avec les jeunes. Donc il faut avoir l'esprit critique, l'esprit d'analyse en profondeur des problèmes, parce que la superficialité ne sera plus permise. Il y a les statistiques, il y a les ordinateurs, il y a beaucoup de moyens d'avoir la science, de se débrouiller, de bien connaître le dossier. Ça, c'est ça. Ensuite, c'est pas d'avoir une ouverture d'esprit, à développer son esprit critique. Il faut surtout et avant, de façon inconditionnelle, aimer le continent africain. De façon inconditionnelle. Vaut mieux la mort, vaut mieux la prison que de trahir même une seconde. Là. Et les Kwame Nkrumah ont fait ça, les Lumumba ont fait ça, tout le monde a fait ça. Les Mandela ont fait ça. Donc vous ne serez pas le premier à mourir pour l'Afrique. D'autres étaient, ils ont perdu leur vie à cause de l'Afrique. Ils sont morts jeunes. Le continent africain, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Ce qui signifie que tu travailles, tu imposes leur plein d'argent, et tu ne peux pas, c'est comme une source d'enrichissement personnel. Parce que ton patriotisme africain va te le défendre. Tu peux t'enrichir, tu prends un peu, c'est normal, mais tu ne peux pas accaparer la richesse publique, nationale. Parce que ton patriotisme africain, ta conscience panafricaine, ton amour inconditionnel pour l'Afrique va te l'interdire automatiquement. Automatiquement. Mais si tu n'as pas le patriotisme africain, si ton sang n'est pas le sang africain, ce que vous appelez corruption, alors si la jeunesse est corrompue, nous allons aller là. Si les responsables sont corrompus, nous allons aller là. Le mal n'est pas extérieur, le mal est intérieur cette fois-ci et c'est dangereux. Parce que les gens croient que j'ai un travail, j'ai l'argent, il y a des facilités, je mange, je bois, je dors, je voyage, j'ai l'argent, je construis les villes aux filles, aux femmes, je suis comme ça, et puis je meurs. Tu vois que la vie n'a même servi à rien du tout. Oui, la vie a servi à quoi? Tu as eu beaucoup d'argent, tu as joui ton argent, tu es mort, mais ça a servi à quoi? Ça n'a servi à rien du tout. Ton cerveau, qui est l'ordinateur le plus puissant du monde, ton cerveau n'a servi à rien du tout. À rien du tout. Est-ce que ça c'est la vie Mais les cochons font la même chose. Encore eux mieux, on les mange encore. Les sangliers, au moins, ils nous nourrissent. Mais toi, ils t'attrapent, ne te mangent pas. Même pas les vers de terre. Même pas les vers de terre, tu moisis là dans ton cercle. Tu vois. Ailleurs, au moins, les poissons te mangent, ou les phacochères te mangent. Tu tires dans le cycle de ce que vous appelez l'environnement, les écosystèmes. Donc, voyez-vous que, or, les cerveaux africains, c'est des pertes. On enterre tous les jours alors que les cerveaux c'est les meilleurs ordinateurs du monde. Nos ordinateurs ne nous servent à rien. Les ordinateurs des blancs, un tel a fait ça, un tel a joué au basketball, un tel était musicien, un tel était Miss, un tel était savant qui a fait le prix Nobel qui a eu ceci, un tel était économiste. Tu vois, il y a toujours des rentabilités. Or, nos cerveaux ne sont pas rentables, il n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de rentabilité, il faut changer ça. Il faut que les cerveaux africains. Parce que tu es technicien. Mais si tu es technicien, puis ça dit que j'ai appris ça, je peux faire ça. Mais ça ne suffit pas. C'est pas ça qu'il fait. Il faut que tu aies une idéologie, il faut que tu aies un patriotisme. C'est ça qui fait que tu vas développer ta technique aux yeux du peuple. Pas parce que l'Afrique a des techniciens. Elle patrouille parce qu'elle n'a pas de patrouille. De patrouille, c'est tout. Ce n'est pas les techniciens qui manquent. Ce n'est pas les pharmaciens, les médecins, les ingénieurs qui manquent à l'Afrique.
Ce sont des techniciens, des ingénieurs, des patrons, des médecins qui ne sont pas patriotes. Ils font leur clinique, ils ont leur argent, ils s'en fichent de tout le reste. Et qui n'aiment pas l'Afrique. Quand moi j'étais au Gabon, le président Mandela sort de prison. Il fait une visite au Gabon, avec le président Bongo. Et on avait préparé cette visite-là. Et il a parlé à la jeunesse universitaire du Gabon, au campus universitaire du Gabon. Il a dit quoi? Il a parlé beaucoup de choses, il a dit surtout, devant la jeunesse gabonaise, donc la jeunesse africaine, le sang qui coule dans mes veines, c'est la jeunesse africaine. Combien de chefs d'État peuvent dire ça? Voilà le patriotisme inconditionnel, inconditionnel. Il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas à s'excuser, il n'y a pas à motiver, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne change pas la couleur de mon nez, je ne change pas de mes yeux, je ne change pas la forme de mes oreilles, je vis avec, je fais avec. Il n'y a pas d'oreille, c'est le meilleur. Mon oreille, c'est la meilleure oreille. Mon nez, c'est épaté, c'est le meilleur nez au monde. C'est comme ça que mes lèvres, c'est les meilleures lèvres au monde. C'est ça, être convaincu de soi, être fier de soi. Or, vous trouvez que vos lèvres sont épaisses, c'est pas bon. Vos nez épaté, c'est pas bon. Vos oreilles sont, c'est pas bon. Vous avez les meilleurs de chacun. Il y a un nez qui est long, droit, il croit que c'est le meilleur au monde. Et vous avez les lèvres épaisses. C'est bien parce que si tu n'as pas les lèvres épaisses, tu ne peux pas jouer au saxophone. Comme des gens peuvent jouer le saxophone avec des lèvres minces, comme Louis Armstrong ou Miles Davis. Et alors, donc vous êtes gâtés. Mais le noir ne croit pas qu'il est capable de faire quoi que ce soit. C'est son malheur, c'est ça le malheur. Il ne s'agit pas des techniciens, des cadres, il faut être patriote. Tu vis pourquoi? Tu fais pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à vivre même? Quelle est la vie de ton existence? Quel sens tu donnes à ton existence? Sans condition, sans discussion. Et quand c'est comme ça, tu peux prendre quelques millions là où tu travailles, etc. Mais tu ne prendras pas jusqu'à casser, à te faire milliardaire dans un pays sous-développé, malheureux, pauvre, et les plus pauvres de la terre. Tu ne peux pas. Tu vas t'arrêter, l'Afrique va dire arrête-toi. Tu as assez pris. Parce que le patriotisme, il y a l'Afrique. C'est ça. Or, il y en a plus. Si l'Afrique est vide, on va aimer quoi? On va construire quoi? C'est ça le problème. Mais je peux faire une route, mais on peut la faire même au pôle Nord, hein, on peut faire n'importe où, puisqu'on circule. Il n'est pas dit que tu vas te développer avec ça, il n'est pas dit que tu aimes l'Afrique à cause de ça. Ça, c'est des choses qu'on fait. Donc, je travaille, je gagne ma vie, je paye mes impôts. Je suis africain, ça, j'aime l'Afrique. Donc, on peut faire des choses. Je peux vendre mes oranges au marché, est-ce que j'aime l'Afrique? C'est l'idéologie du patriotisme, même du nationalisme, même c'est ça. Il faut que ça soit comme ça, c'est comme ça. Or, nous n'avons pas ça. Voilà nos problèmes. Le patriotisme, l'idéologie, ton cerveau doit te remplir certaines idées. Ensuite, garder ton autonomie intellectuelle, critique, examiner. On ne met pas toi en doute, mais on se réserve la liberté d'analyser avec ses propres moyens. Et surtout, on n'est pas sur le monde, il faut une certaine ouverture, une certaine culture. C'est très important d'être du 21e siècle, vous savez que vous vivez, vous bâtir une nouvelle Afrique. Parce qu'elle se bâtit avec des éléments qui sont différents. Si c'est les mêmes éléments que les Africains, après j'étais convaincu, lui qui soit au mort, ça m'intéressait pas. Que je le vois, que je ne le vois pas, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, ce que j'avais vu, ma conviction était faite. On ne peut pas faire mieux. Je ne crois pas. Donc, moi j'adhère à ça. Moi j'ai discuté beaucoup avec les Sénégalais, mais tout le monde m'en fout. Voilà, tu ne connais pas chez il est ici. Moi j'ai dit que je m'en fous, je veux que de le connaître. Moi ce que j'ai lu, ça me convient. Je fais ma conviction. C'est une histoire locale. Donc, je me fais moi-même, quand je te rencontre, si c'était ça mondial, mais ça renforce. Mais je me fais d'abord. Parce que donc, je suis quand même étudiant et intellectuel, faisant philosophie. Bon, je n'arrive pas à me déterminer, un grand garçon comme ça. J'arrive quand même à me déterminer. Je suis quand même grand. Je suis vieux. Donc à 30, 28, à 30 ans, 25 ans, tu n'arrives pas à te déterminer, tu es te déterminer à quel âge. Et puis tu es chez les blancs, tu vois, tu étudies, tous mes copains c'est des blancs ou des blancs, je les vois, je vais chez eux, je n'ai pas les yeux pour voir.
J'ai déjà des savants, tout ça, c'était mes amis. Je n'ai pas les yeux pour voir. Ils sont pour l'Afrique. Moi, je suis pour l'Afrique. C'est comme ça qu'il faut choisir. Comme ça devient inconditionnel. Si je vous enseigne, vous copiez les notes, vous passez vos examens après au Bengal, vous bye bye. Mais si vous êtes convaincu vous-même, ça va rester. Voilà, c'est comme ça. Le professeur, en parlant du patriotisme, vous demandez à la jeunesse africaine d'aimer le continent africain, sa culture, son histoire. Alors, comment la jeunesse africaine peut aimer leur continent, étant donné que l'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée dans les universités, la vraie histoire de l'Afrique n'est pas enseignée dans les universités africaines, ni au collège, ni au lycée. Celle qui est enseignée, c'est celle qui est écrite par les autres. Et vous ne voyez pas que là, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Les écoles, les lycées, les collèges, les universités, qui dirigent ça? Quels sont les ministères de tutelle? C'est la tutelle. Qui sont la tutelle de ces universités, de ces collèges, de ces lycées? C'est les Africains. Hein? C'est les Africains qui sont proviseurs, directeurs d'études, surveillants, comme ça, professeurs, c'est les ministres. C'est eux, non? Bon, donc, ils ont dit qu'on va enseigner l'histoire de Congo, de Bielanganga, de Luango, de Bé, ou de Gangoma, de Mbaya ou de Bétou. Et la France a interdit ça. Là, ils ont fait, comment décider qu'on va faire. Il y a des manuels, vous écrivez, la France a dit, vous l'avez fait, c'est interdit. Vous êtes tombé les yeux de loi, vous ne faites pas ça. Hein? Non. Ça, c'est vrai. Oui, ils n'ont pas interdit. Donc, ce sont les Africains eux-mêmes, ils n'ont pas de patriotisme. Ils n'aiment pas l'Afrique. L'Afrique, ça leur dit ni les oiseaux africains, les poissons africains, les animaux africains, le climat africain. On ne respecte pas les colis, ils construisent n'importe où, ils ne respectent pas la nature africaine, ils ne respectent rien du tout, ils ne respectent pas les jeunes, la jeunesse africaine qui apprend, ils n'enseignent pas comme il faut, ils ne réforment pas l'enseignement, mais à qui la faute quand même. Les chemins vous ont dit danser le rôle de loi. Ils ont même des rois là-bas. Faites les enquêtes, écrivez. Est-ce que les... Mais le Congo, c'est la langue du Congo. Il faut qu'on soit dans l'abstrait, c'est-à-dire dans rien. On ne peut pas parler de You. Par exemple, du Congo. 2 ou 3 ans, il a fait ses lycées. Il ne faut pas parler de ma Samba Débat. Il a déjà fait 6 ans, 7 ans. Il a comme championnat, il ne faut pas parler de ma Samba Débat. Marien Boabi, ça appelle son Dieu gloire immortelle. Les Lissouba, on ne sait pas si lui c'est leur nom. Les Yombo, on ne sait pas s'il a dirigé. C'est un pays qui dit qu'on fait le 28 novembre là. Les 60 ans de l'anniversaire de l'indépendance. Vous avez entendu que cette indépendance a des acteurs. Non. Hein? Vous entendez que c'est la loi Gaston Defferre. C'est de Gaulle qui est venu pour le référendum. Donc c'est M. Gaston Defferre, ministre des colonies, et de Gaulle. Ce sont les acteurs de votre indépendance. Au Congo, il n'y a eu pas d'acteurs. C'est vide. Il ne faut pas en parler, il ne faut pas de choses avec moi. Il faut parler pas d'un Congolais. Ils n'étaient rien, ils n'existaient pas, ils n'ont pas vu De Gaulle, ils n'ont pas signé les accords avec Gaston Defferre, ils n'ont pas présenté le Congo aux Nations Unies, les Tchétchélés, ça ne compte pas. Il ne faut pas parler de ces Congolais, c'est abstrait. Les Congolais sont comme ça, ils ne parlent pas, ils n'ont pas de patrimoine. Ils ont horreur de parler de leurs propres parents. Il a tout volé, mais qui vole plus. Ils ne parlent pas.
Faites-moi l'histoire du syndicat congolais. On ne peut pas le faire. Le syndicalisme congolais. Dès le départ, faites-moi l'histoire du syndicalisme congolais. Aucun Congolais n'est capable de le faire. Aucun. C'est des bribes, ils racontent telle période, telle période. Mais il n'a pas une vue d'ensemble. Surtout si les gens sont morts il y a longtemps. Je ne parle pas de ça. Faites l'histoire du Congo. Je n'ai jamais vu le nom de Tchichile Stéphane quelque part. Mais c'est lui qui a présenté le Congo Nations Unies. Je n'ai jamais vu le nom de Jacques Opango quelque part, mais c'est lui qui a fait de nous des citoyens congolais. Avant, on était des colonisés congolais. Il faut un acte juridique. Les armoiries, c'est lui qui a fait ça. Mais il faut pas être autrement voir. Le Chika est le premier député en France et tout. On ne sait même pas c'est qui. Le Chika, il a vécu où, c'est qui, c'est quoi. On vous en parle. Mais c'est un pays vide. Alors si tu ne parles pas de ce dégagement, là, c'est pas la peine. Le rame de Congo, c'est la fiction. Ma Coco, c'est même pas la peine de parler de ces conneries. Mais il faut adhérer ça. Le Brazza, à ma Coco. Et l'eau qui lui a donné le pays, etc. Le royaume de Malouagou, c'est même pas la peine d'en parler. Le royaume de Bétou, c'est la mythologie. Nous, le royaume de Mbaya, etc. Et tous les chefferies Mboshi, tous les chefferies de Kélé là-bas, tout ça, de la Ouesso, il ne faut pas parler de ces choses-là. Il ne faut même pas parler des ethnies, mais ce n'est pas mauvais en soi. En quoi le Congo, c'est mauvais en soi? En quoi les gars de la Sanga, lesquels les petits, c'est mauvais en soi? En quoi? Mais si déjà, ça c'est le fondement humain du peuple congolais, déjà on a honte, donc on appelle le Congo. Mais oui, vous faites le tribalisme, c'est tout. Mais le tribalisme ne peut pas aller dans le nationalisme. D'ailleurs, on n'est même pas nationaliste. On est tribaliste, régionaliste. Tous les partis politiques, sans exception, tous les partis politiques, après la conférence nationale, tous les partis politiques, sans exception, c'est des partis tribalistes, régionalistes, tribalistes, il n'y a rien du tout. Leur chef doit être de telle tribu, et les gens adhèrent. Comme si on ne comprend pas. Donc vous faites que les tribus vont gérer maintenant le Congo. C'est difficile. D'où les guerres. La tribu a gagné, tu amènes tes parents au pouvoir, la sécurité, les finances et tout. Et comme ils n'ont pas ça à gérer, il faut de la pagaille. On fait la guerre, on recommence. Donc on a même honte de notre histoire. Il faut parler de OSM. Bon, ça va plus sur la chasser. On va parler de Guabe plus que la tuer. On va parler de Yulu plus que la chasser au pouvoir. Même les Congolais ont peur de honte de leur propre histoire. On ne va pas parler même les jeunes gens croient que l'histoire n'a jamais existé. Oui, ça c'est qui c'est l'histoire, on connaît. Le lupadisme à Bamata, tout dit encore. Il n'y a même pas longtemps, mais d'ici 20 ans, 50 ans, on va oublier. Parce qu'on n'est pas, on est tribaliste, il n'est pas de ma tribu, je ne m'intéresse pas à lui. Il est de ma tribu, ok, voilà. Professeur, aujourd'hui, les Africains se réveillent. Au Sénégal, nous avons une jeunesse très active. Au Mali, au Congo ici, en fait, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, les Africains se réveillent. Mais il y a un petit phénomène qui se pose. Le problème, c'est lequel? C'est que une fois qu'on se contacte, une fois qu'on se regroupe, il y a un problème de religion. On fait comment? Il y a ceux qui sont panafricains mais chrétiens, il y en a d'autres qui sont panafricains musulmans, il y en a d'autres qui sont panafricains Ngunza, traditionnels, pur, et du coup, il y a problème. On fait comment? En fait, il ne devrait pas avoir de problème. Moi, je ne vois pas de problème, parce qu'on confond les choses. Nous faisons la religion. Il y a des religions, quand je vois les musulmans, par exemple, ou les catholiques protestants, ils ont un rôle. Il y a un point commun. C'est la mort, l'au-delà, le paradis, aller au ciel chez Dieu, non? Donc on ne se bat pas sur terre ici.
Et sur terre, on prépare le paradis. Hein? Donc ils ne s'occupent pas des problèmes de l'école, de ceci, les routes. C'est pas tellement ça. Les églises ne construisent pas les écoles, les églises ne construisent pas les marchés, les églises ne construisent pas des trucs comme ça, ne donnent pas de salaire aux gens pour l'emploi. Leur but, c'est préparer votre âme une fois mort pour rencontrer le divin, puis vous donner une place au paradis. Oui, vous refusez une place au paradis selon votre conduite. Vous avez besoin des pères spirituels pour vous conseiller dans la voie de la lumière, dans la voie de Dieu, des choses comme ça. Leur but, c'est pas ils ne sont pas chefs d'État, ils ne se présentent même pas aux élections. Hein? Donc c'est ça leur domaine. Vous par contre, vous voulez le royaume sur terre, ici, le paradis sur terre ici. Il faut que Banaba donne ça là. Il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait des salaires, il ne faut pas qu'il y ait la PACA, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut que les biens, les pauvres, pas de colonna, il faut qu'il y ait la vie ici sur terre, qu'il y ait des routes, qu'il y ait le commerce, qu'il y ait le bonheur, l'hôpital peut soigner, il ne faut pas l'école m'épanouir, il y a le cinéma, il y a le théâtre, etc., il y a la musique et tout. Vous faites ça pour le bonheur sur terre. Mais un bouddhiste, il peut travailler pour ce bonheur sur terre, même si tu n'adhères pas à son paradis. Un musulman peut travailler sur terre. D'ailleurs, ce n'est pas qu'ils vendent ici les musulmans, ils voient la mosquée. Ils ne vendent pas ça aux anges, ils vendent ça aux hommes. Alors, donc, et pourtant, il peut aller dans sa mosquée et faire le paradis, mais il peut quand même vendre moins cher les choses ici. Bon, tu peux aller dans ton église catholique, etc., prier comme tu veux, avec tes évêques et tes cardinaux, mais tu peux quand même aider à être ingénieur, être médecin et soigner les gens à l'hôpital, sans distinguer s'ils sont chrétiens, païens ou catholiques ou numéro du sud. Tu travailles, non? Tu es médecin. Tu as fait la destination, c'est malade du sud, tu ne le soignes pas. C'est malade du nord, tu ne le soignes pas. C'est malade qui n'est pas chrétien, tu ne le soignes pas. Les malades, tu fais ça, toi tu fais ça à l'hôpital, en tant que médecin. Alors, soyons logiques, vous compliquez les choses pour rien. Donc, le panafricanisme, c'est tu vas en enfer, c'est ton problème. Tu vas au paradis, ça ne regarde pas le panafricanisme. Le panafricanisme veut faire ton paradis ici sur terre. Les autres veulent faire ton paradis dans l'au-delà. Et chacun va nous voulons le bien collectif. On ne va pas au paradis, tous les musulmans collectifs, tous les chrétiens, c'est chacun, selon tes mérites. Le jugement est individuel. Tu as eu ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Encore, moi j'ai parlé, tu vas en enfer. Tu as fait ça, tu as fait bien. Même ton enfant va en enfer, va aller au paradis, ou ta femme va au paradis, va en enfer. C'est pas ça. Donc si un amour fort vous liez, c'est des histoires. Donc le noir, c'est le symbole même de la confusion. Il n'y a pas plus confus que le noir africain aujourd'hui, ici le continent africain. Il confond tout, il n'arrive pas à analyser, il ne comprend pas. Mais la religion, c'est pas sur terre. Jésus n'est venu préparer le royaume des cieux. Il dit, je présente chez mon Père, il vous préparez là-bas. Il n'a jamais fait les impôts. Il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous nous occupons des impôts ici de César. Donc tu es bouddhiste, tu ne payes pas tes impôts à l'État. Tu ne payes pas parce que tu es bouddhiste. Tu ne payes pas tes impôts parce que tu es musulman. Hein? Mais répondez, tu ne payes pas tes impôts parce que tu es catholique. Il faut que vous confondez les choses. Nous, ici, c'est sur terre. Sur terre, c'est les partis politiques, c'est les idéologies. On peut s'entendre, la même idéologie, on se bat pour le pouvoir, on dirige le pays. C'est ça les partis politiques. Mais la religion, tu peux être un bouddhiste, tu peux être tout ça. Donc, à supposer que, faisons comme ceci, les bouddhistes panafricains gagnent, ils sont panafricanés. Donc ils vont faire de l'Afrique tous les bouddhistes. Hein? Bon, donc il n'y aura plus, l'Afrique du Nord sera bouddhiste, les musulmans seront bouddhistes, et les catholiques ici, vos évêques, les miladous, tout ça seront des bouddhistes. Non, soyons quand même sérieux. Bon, maintenant,
les catholiques gagnent. Et l'Afrique du Nord devient catholique. L'Afrique de l'Ouest, là, qui sont musulmans et tout, là, ils deviennent catholiques. Et les pasteurs qui ne vont pas à l'église, là, il y a beaucoup de pasteurs qui ne vont pas à l'église. Ils sont protestants, mais ils ne sont pas chrétiens. Bon, ils ne vont pas aller dans votre église. Et ils ont leur propre temps. Donc ils vont faire de l'Afrique du Sud, de tous les pasteurs qui sont là-bas dans l'Ouganda. On va faire des bouddhistes, il va accepter. On va faire des musulmans, il va accepter. On va faire des chrétiens, il va accepter. Mais il ne faut pas confondre. Tu es chrétien, règle tes plans avec ton Dieu et sois gentil, prêcher fais la charité, fais l'amour du prochain, fais les valeurs chrétiennes. Mais nous, ici, tu dois payer tes impôts. Oh, je suis le chef des bouddhistes, je ne paye pas les impôts. Tu vas en prison. Ici, c'est l'état de droit. Tu es ministre bouddhiste, tu es pratique, tu es pasteur, tu as volé, c'est confirmé. Tu vas en prison. Parce que tu es musulman, tu as volé, tu ne vas pas en prison parce que tu vas au paradis. C'est quelle histoire? Ça, c'est il faut que les religions ne se battent pas sur terre. Les religions préparent le futur éternel, préparent la vie après la mort, préparent le paradis. C'est ça. Dans le texte Coran dit ça, la Bible dit ça, etc. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est comme ça. Ils ne sont pas là pour... C'est le royaume des cieux. Il faut être clair. Les bouddhistes aussi ne se battent pas pour être président de la République. Ils se battent pour leur religion, pour leur truc, les éphirins, les choses comme ça. Les bouddhistes, ils se battent pour être président. Hein? C'est ça leur but. Bon, c'est ça leur but. Mais c'est une idéologie politique. On verra si c'est ça. Et c'est ça le but des bouddhistes. Hein? Non, le but du panafricanisme, c'est le bonheur sur terre. Tu travailles, tu as ton emploi, tu gagnes un peu d'argent, tu bâtis ta maison, l'État t'aide, tu vis ou tu lois l'océan, je vois. On vit le marché, tu meurs en terre et puis bon, voilà, tu es un bon citoyen. Le reste, que tu deviens après tout le là-bas, ça te regarde. On va ouvrir les cerveaux pour voir si tu es j'en connais pas pourri, tu es béni, ou des choses, etc. De toute façon, tu vas individuellement. Tu ne vas pas amener tous les bouddhistes au paradis. tous les kimbanguistes, ils font la chrétienté, ils adorent, Kimbangu, ils font ceci, etc. Mais une fois qu'ils se bagarrent, Diangenda fait les histoires avec les autres enfants. Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Ils vont faire diriger l'RDC. Qu'ils soient d'accord avec eux. Parce que les Diangenda et les autres là, ils ne sont pas en bisbille avec les vrais héritiers, les vrais ceci, les vrais. Vous que c'est du désordre. Et de toute façon, ils ne préparent pas pour être président. Ils ne se sont jamais présentés aux élections. Bon, ils se préparent pour aller au paradis, le bonheur après la mort. Nous, on ne veut pas le bonheur après la mort, c'est incertain. On ne sait pas. Nous, on veut le bonheur sur terre. Voilà le panafricanisme, voilà la différence. Maintenant, si je peux avoir les deux, le bonheur sur terre, c'est le bonheur mais je me bats ici sur terre parce que je connais, c'est un peu réel. Un peu, je vois le chômage, je vois la misère, je vois ça. Bon, il faut qu'on règle ça. Et c'est ça qui m'intéresse, que comme l'Afrique soit un grand pays, une puissance africaine, politiquement, militairement, sécuritairement, que l'Afrique soit protégée, qu'on ne vienne pas nous envahir, qu'on ne soit plus esclave, qu'on soit plus colonisé, qu'on soit homme comme les autres hommes dans l'humanité, qu'on travaille. C'est ça qu'on peut faire maintenant. Et si je suis esclave et j'ai mis la Bible, je donne tout le diamant, et j'aime le Coran sous la main, etc. C'est même injurieux pour l'Afrique. À quoi ça sert? Donc tu vas bénir les esclaves, c'est ça. Les Noirs sont esclaves et toi tu veux bénir. Hein? Un esclave là que tu ne veux pas libérer les esclaves, tu dis que ça ne fait rien, le blanc plus fort, on met la mouvement dans Zambé, qu'est-ce qu'on fait quand l'homme, le noir n'a qu'à se soumettre, être esclave. Hein? Non, ça c'est vos religions, mais pas le panafricanisme. Mais aucune religion aussi ne veut que tu sois l'esclave de l'autre aussi. Alors, donc vous voyez bien que les religieux, le panafricanisme, on s'entend un peu sur un plan, c'est-à-dire qu'on veut le bonheur de l'être humain, on veut le bien de l'être humain. Il y en a qui le veulent éternellement dans le ciel, là-bas au paradis. Nous, les panafricanistes,
on le veut ici sur terre, avec où tu vis. Avec à ton corps, je vois, les besoins, je vois. Maintenant, tu meurs. Ton esprit, ton âme va au paradis, bon, ça c'est autre chose. Va avec ton âme à ton paradis. Mais je n'empêche pas ça, je ne suis pas contre ça, je n'en fais pas un problème. Tu es panafricaniste, on te donne un poste, va prendre la religion que tu veux, c'est un problème. On ne peut pas te empêcher pour ça. Mais tu viens à l'heure, tu ne voles pas les sous, tu ne fais pas ceci, tu fais le boulot de l'État, normalement. Maintenant, après l'État, tu vas prier avec tes heures, tu vas prêcher, tu vas lui jouer au dantin, voir les belles filles danser. Tu peux aller le faire. Parce qu'après, ils prennent toutes ces filles-là comme leur femme. Alors, professeur, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous de la femme africaine? À quel point de vue? Sur tous les plans possibles. Ah, c'est difficile. Non, mais là, ça dit que non, nous sommes dans un discours. Si tu fais l'émission, je me dis, viens interroger sur les sexy. Il faut qu'une femme soit sexy, qu'elle soit sensuelle, qu'il y ait le genre, qu'il y ait des choses comme ça, la égalité, les mêmes salaires, les mêmes emplois. Tu vois, c'est des histoires. L'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, les blancs, l'Occident. Il n'y a pas plus contre les femmes que l'Occident. Il n'y a pas plus. Comme ils demandent le monde, ils veulent imposer leur point de vue. Dans la Grèce ancienne, ils sont lesbiennes, aucune femme n'est élue. Aucune femme n'est députée, aucune femme n'a une fonction politique d'Athènes, la démocratie athénienne. La femme ne compte pas. Elle fait juste les enfants pour aller à la guerre. C'est tout. Elle n'est pas citoyenne. Dans la démocratie, ils ont ça dans leur tête. Rome, c'est pire encore. C'est pire encore. Ils ont hérité ça depuis le Moyen-Âge, les Blancs. La femme n'a pas de compte en banque, ne va même pas à l'école, ne fait pas ceci, etc., etc. Elle reste au foyer. La première bachelière française de quelle année? Si vous savez l'histoire, c'est culturel. C'est pour ça. Les premières femmes députées en France, c'est de David. L'Afrique a fait femme noire, premier ministre avant la France. La France, c'est le président Mitterrand qui a fait d'Edith Cresson la première femme blanche en France, premier ministre. C'est Mitterrand. En Afrique, le président Bokassa avait déjà fait d'une Centrafricaine le premier ministre, bien avant. Bien avant. Ils sont arriérés, ils sont en retard. Alors maintenant, ils veulent vous imposer. La femme fait l'amour avec une autre femme, des lesbiennes. Ils disent que c'est le droit libre. Un homme fait l'amour avec un autre homme, se marie en couple, etc. C'est l'homosexualité, c'est notre liberté, notre orientation sexuelle. Bon. Tous les prêtres, le prêtre de Lyon a 8 ans en prison. Au lieu de faire l'amour avec des grandes personnes, il est des enfants de 7 ans, 8 ans, 4 ans. La pédophilie, il a encore 8 ans. Bon. La femme était malheureuse. Il y a la femme, après il y a l'enfant. Après l'enfant, il y a le noir. Voilà les gens qui l'entendent. La femme, blanche ou noire, ou japonaise ou chinoise, ils n'aiment pas les femmes. Les blancs là, les européens, n'aiment pas les femmes. Ils traitent des femmes comme des ailes, des sous-ailes. Depuis l'Antiquité, depuis Rome, depuis la Grèce, c'est un fait d'histoire. Et avec maintenant les pilules, la modernité, la science, les femmes sont nombreuses aussi, on ne les marie pas. Elles disent, je prends ma pilule, je fais l'amour quand je veux, je dispose de mon corps. C'est des nouveaux discours. De commencer par la femme de Jean, la copine de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Tu vois, ça commence maintenant à être un peu émancipé, des choses comme ça là. Et maintenant, ils veulent faire ça partout en Afrique, parce que c'est universel. Ce sont leurs coutumes. C'est des mœurs françaises, il n'y a rien d'universel.
Nous, on respecte les femmes. La femme, il y a eu des reines qui ont commenté le pouvoir d'État dans l'Égypte antique. Une femme comme Hatshepsut, il y en a 4 dans l'histoire. Ici, en Angola, la femme, la reine Zinga, a fait la guerre contre les Portugais pendant plusieurs siècles. Enfin, 3 ou 4. Contre l'esclavage. Une femme, la reine Zinga. Et l'Angola indépendant, comme vous ne savez rien, a fait un colloque à Paris sur la reine Zinga. Comme les Congrès ne suivent pas, n'ont pas de patrimoine, ne connaissent pas l'histoire, ils sont comme ça. Il y a eu des femmes qui ont dirigé le royaume en Afrique du Sud, le royaume des Baoulé à Caen, la reine Koukou, qui a amené les gens depuis le Ghana jusqu'à là où ils sont à Boaké, puis à Yamoussoukro. Il y a eu des femmes qui ont dirigé, des femmes qui ont libéré. Il y a eu les Amazones qui ont formé l'armée du roi Béanzin au Bénin. À Bobé, il y a eu des choses comme ça extraordinaires. Le carnet des femmes ont dirigé partout le royaume de l'Occitanie, des choses comme ça. Donc il ne faut pas suivre le discours des Européens. Vous avez besoin d'une émission passée sur DRTV International, un DJ reportage, un no comment, un reportage, un public